Alors, tout de suite, diversité des théories économiques de la firme. Eh bien, voilà un petit peu à quoi cela ressemble. Donc, vous voyez, ça s'étale de 1930 à nos jours. Alors, en 1930, les hypothèses de base, c'est ce qu'on appelle la théorie néoclassique de la firme, que l'on qualifie de boîte noire. On verra qu'effectivement, dans la théorie néoclassique, eh bien, l'entreprise n'est pas étudiée en tant que telle. C'est un élément nécessaire à la théorie, mais qui n'intéresse pas finalement la pensée néoclassique. Ensuite, de 1930 à 1950, on va avoir les premières critiques des hypothèses néoclassiques, notamment celles qui régissent les marchés, celles qui régissent aussi les conditions de production dans les entreprises. Et on va avoir un premier travail en 1937 de Ronald Coase sur la nature de la firme, où il va se poser la question de savoir pourquoi il existe des entreprises alors que le marché est supposé assurer la meilleure régulation économique possible. On verra avec Schumpeter le rôle de l'entrepreneur aussi. Et puis, donc l'entrepreneur qui existe et qui a un rôle très particulier à jouer, puisque d'après l'auteur, le chef d'entreprise eh bien, est en mesure, par son comportement, de faire gagner ou de faire perdre la firme, notamment par la mise en œuvre raisonnée des innovations. Autre critique des hypothèses néoclassiques ensuite, donc on est sur la période plus récente, les années 60 et 70. Alors Herbert Simon qui va travailler sur l'idée de rationalité, puisque chez les néoclassiques, les individus sont parfaitement rationnels, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'ils agissent en fonction d'un but et qu'ils choisissent en permanence les meilleurs moyens pour atteindre ces buts. Eh bien, Simon va montrer que la rationalité, finalement, ne peut être que limitée. Ensuite, nous verrons Liebenstein qui montrera que l'organisation d'une entreprise en elle-même peut être facteur de succès ou d'insuccès. Alors, ça, c'est quelque chose de particulier, puisque pour les néoclassiques, ce qui se passe dans la boîte noire, si vous voulez, c'est toujours la même chose. On a tous les mêmes recettes, tous les entrepreneurs ont les mêmes recettes, ont les mêmes facteurs de production, les mêmes combinaisons de facteurs, donc il n'y a pas de question d'organisation. Et donc le premier Liebenstein, dans ce paradigme néoclassique, montre qu'effectivement, les entreprises peuvent se différencier par leur organisation. Ensuite, on a les travaux de Baumol sur les conflits d'intérêts entre actionnaires et managers. Là aussi, voir l'entreprise comme un monde conflictuel, eh bien, est quelque chose de totalement nouveau, puisque on ne parle même pas de rapport humain dans la théorie néoclassique de l'entreprise. On est dans une conception plutôt de l'homme machinal, et donc les hommes, eh bien, chacun à leur place, contribuent à la réussite commune. Donc là, on va montrer la possibilité de conflit d'intérêts entre les propriétaires de l'entreprise et ceux qui la dirigent. Et puis, on verra en dernier les travaux de Sayert-Tenmarsh sur la théorie comportementale de la firme. Alors tout ça, toutes ces remises en cause des hypothèses néoclassiques, elles vont aboutir à 4 sous-théories, on va dire, qui vont se développer entre les années 80 et aujourd'hui. Donc on a d'abord les théories contractuelles, ce qu'on appelle les théories contractuelles, qui nous viennent du droit des contrats précisément. Ce sont donc des théories qui ont un fondement juridique, avec la théorie des droits de propriété et la théorie de l'agence. Ensuite, on a ce qu'on a appelé les approches historiques de la firme, ou l'analyse comparative des formes institutionnelles des entreprises, si ça vous paraît plus simple, avec 2 auteurs essentiels, Chandler, qui distingue 2 grandes formes d'organisation d'entreprise qui correspondent à 2 types d'environnement d'affaires et qui sont gagnantes chacune dans leur environnement d'affaires, et puis Aoki qui va distinguer, lui, la firme A comme américaine et J comme japonaise, et qui là aussi va montrer comment ces formes d'organisation des entreprises sont adaptées à l'environnement de leur époque. Ensuite, on a la théorie des coûts de transaction, alors dont le point de départ est Ronald Coase, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui va être développé essentiellement par Oliver Williamson. Enfin, un paradigme qui est en construction, qui est très intéressant, qui est très novateur dans sa réflexion, ce qu'on appelle la théorie évolutionniste. Il faudrait plutôt dire les théories évolutionnistes, parce que c'est vraiment en pleine construction, avec un individu comme point de départ qui est Spencer,
mais on verra d'autres auteurs à propos de ces thèses évolutionnistes. Donc on le voit, derrière les théories de la firme, un panorama relativement hétéroclite de sous-théories, en quelque sorte, qui ont en commun, finalement, de mettre en avant des arguments de nature économique pour expliciter ce qui se passe dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on les a regroupés sous le nom de théorie de la firme. Alors, pour commencer tout de suite, il faut revenir aux précurseurs, c'est-à-dire aux néoclassiques, qui, comme vous devez le savoir, ont commencé à travailler au milieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on va dire, et qui fondent effectivement la théorie économique moderne. Alors, les fondateurs du modèle néoclassique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ça commence par quelques rappels théoriques, et d'abord par le statut de l'entreprise dans leur monde. Alors, la théorie néoclassique n'envisage pas l'entreprise comme une pièce centrale de son dispositif. En fait, la théorie néoclassique a un autre but, c'est d'expliciter ce qui se passe sur les marchés. En gros, elle cherche à savoir, avant tout, comment se forment les prix. Donc, on va voir que dans ce cadre-là, l'entreprise est évidemment essentielle pour comprendre ce qui se passe entre la production, notamment au niveau de l'offre, puis ensuite sur le comportement des offreurs sur les marchés. Donc, on est obligé de relater l'existence d'offreurs, mais ça suffit. Il n'est pas besoin de la décrire. Et donc, comme on a l'habitude de dire, l'entreprise n'est qu'un agent concomitant au marché, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'exister en parallèle du marché. Elle est complémentaire du marché. Il est donc nécessaire de concevoir des offreurs, mais pas d'étudier leur fonctionnement et leur organisation. Et d'ailleurs, il y a des hypothèses très simplificatrices qui disent que finalement, tous les entrepreneurs se comportent de la même manière, puisqu'ils possèdent tous la même information, et que donc il n'y a pas de comportement stratégique plus performant que d'autres qui sont développés par ces entrepreneurs. L'entreprise est donc une boîte noire, voilà, on en mentionne l'existence, mais à aucun moment on dit ce qu'il va se passer à l'intérieur de cette boîte. Autre spécificité, si l'entreprise a un tout petit statut dans la théorie néoclassique, du point de vue de l'explication de son fonctionnement, il y a un personnage qui n'existe lui quasiment pas, c'est l'entrepreneur. En fait, quand on parle d'offreur dans la théorie néoclassique, on désigne à la fois l'entreprise et à la fois l'entrepreneur. Donc il n'y a pas de considération particulière pour ce rôle d'entrepreneur. Le comportement des firmes est déterminé par les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, et les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, ce sont des conditions de l'échange sur les marchés. Alors quelles sont-elles? Je vous rappelle, l'atomicité, le fait qu'effectivement les offreurs notamment sont en nombre suffisamment grand pour qu'ils ne puissent pas influencer sur le prix. C'est ça finalement le tenant de cette propriété qui est l'atomicité. Ça veut dire que les entreprises doivent être de taille modeste. Et ce qui va les aider à le rester, c'est une autre hypothèse néoclassique très très forte, c'est de considérer qu'il n'y a pas de rendement croissant, il n'y a pas de rendement d'échelle. Donc s'il n'y a pas de rendement d'échelle, on n'a pas intérêt à produire beaucoup, et si on n'a pas intérêt à produire beaucoup, plus rien ne justifie une taille importante. Donc on est dans le monde de la petite entreprise. La transparence, qui signifie que tous les acteurs du marché, dont les entrepreneurs, sont parfaitement informés sur les conditions du marché, sur les prix, sur les intentions des autres participants au marché, etc. Et bien évidemment, sur les combinaisons de facteurs de production et sur le résultat de ces combinaisons. C'est pour cela qu'on peut considérer que la transparence, finalement, annule toutes les possibilités de comportement stratégique
différencié de la part des entreprises. La fluidité, qui signifie que les offreurs comme les demandeurs, mais en l'occurrence les offreurs, eh bien, vont pouvoir changer de marché à volonté. Donc c'est de la libre circulation entre les marchés en fonction des perspectives de gain, puisque l'objectif de l'entreprise, le seul objectif de l'entreprise dans la théorie néoclassique, c'est la maximisation du profit. Donc à partir du moment où dans leur secteur d'activité, le profit est en baisse, eh bien, leurs capitaux et leurs moyens de production vont se déplacer vers des secteurs où les profits sont supérieurs, ce qui fait qu'en permanence, eh bien, le taux de profit dans l'économie est identique, puisque il y a ce mouvement de déplacement des firmes vers les secteurs les plus profitables. L'homogénéité qui s'oppose à la différenciation des produits, qui signifie que tout ce qui s'échange sur un même marché, eh bien, est sinon identique, mais du moins similaire. Et donc les entrepreneurs ne peuvent jouer la concurrence sur les caractéristiques des produits, du coup. Alors, conséquence sur le comportement des firmes de toutes ces hypothèses, les entreprises n'ont aucune influence sur les prix. Ce sont des price takers, des preneurs de prix, et non pas des price makers, des faiseurs de prix. Les entreprises n'ont aucune influence sur les caractéristiques des produits. Elles ne peuvent pas, puisqu'on a cette hypothèse de l'homogénéité des produits. Si un entrepreneur développe des produits différenciés, alors il crée un autre marché. Mais sur un même marché, encore une fois, il n'y a que des biens qui sont similaires. Il n'existe pas de stratégie d'entreprise. Les facteurs et les combinaisons de facteurs sont identiques, les rendements sont décroissants. Donc pas de comportement stratégique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de théorie de l'entrepreneur en même temps. Je vous rappelle que la fonction essentielle d'un entrepreneur, c'est de décider, de choisir la stratégie. À partir du moment où tous les entrepreneurs sont dans les mêmes conditions et donc et comme ils sont rationnels, aboutissent aux mêmes solutions, eh bien, il n'y a plus de stratégie envisageable. La firme est un agent rationnel qui transforme des inputs en outputs. Entendez par là des matières premières en produits finis pour le marché. Alors, qu'est-ce que fait l'entrepreneur? Qu'est-ce que fait l'entreprise? Eh bien, elle a juste à se livrer au calcul de la maximisation du profit et déterminer les combinaisons de facteurs de production et le niveau de production qui vont générer le profit maximal. Donc voilà, c'est un simple calcul microéconomique qui est fait par le chef d'entreprise pour déterminer son niveau de production qui correspond au profit maximal. En fait, la firme va s'opposer à l'autoproduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des systèmes économiques où les agents produisent pour eux-mêmes. Ce sont des systèmes de subsistance, ce qu'on appelle l'autoproduction. Et là, on a un système économique où l'entreprise produit pour les autres. Ça veut dire produit pour le marché. Donc voilà un petit peu les hypothèses et du coup les caractéristiques qu'ont les entreprises dans le monde néoclassique.